Braves gens, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Chers viewers, vieweuses et chers rediffs, bienvenue dans ce dernier chapitre de À la recherche de Kadat, la dernière nouvelle du cycle du rêve de Randolph Carter de Lovecraft. Pour ce chapitre, appelé Conclusion. C'est parti. Et je sais pas pourquoi ça clignote. Mais ça clignote. Peut-être la fin du travail. Merci beaucoup à toutes et tous. À la vue de la galère qui pénétrait dans le port, la foule sur les quais manifesta un grand empressement. Ceux qui avaient des yeux la fixaient avec attention. Ceux qui n'en avaient pas tortillaient leurs tentacules roses dans l'attente. Ils ne se rendaient évidemment pas compte que le bateau noir avait changé de main, parce que les vampires ressemblaient beaucoup aux esclaves à cornes et à sabots, et que les maigres bêtes de la nuit étaient cachées en dessous, dans l'entrepont. Les chefs avaient terminé leur plan. Il s'agissait de débarquer les maigres bêtes de la nuit dès qu'on toucherait à quai, et de les laisser agir par instinct. Ces bêtes, presque dénuées d'esprit, tandis que la galère repartirait directement. Abandonnés sur le rocher, les oiseaux à cornes saisiraient d'abord tout ce qu'ils y trouveraient de vivant, puis, sans réfléchir et poussés par l'instinct, s'envoleraient rapidement vers l'abîme et, oubliant leur peur de l'eau, regagneraient leur gîte. Ils emporteraient leur proie vers des destinations appropriées dans cette nuit dont peu d'êtres ressortent vivants. Le vampire Pickman descendit dans l'entrepont et transmit très simplement ses instructions aux maigres bêtes de la nuit, tandis que le bateau s'approchait du quai inquiétant et malodorant. Il y eut, à ce moment, une nouvelle agitation sur le quai. Et Carter comprit que les mouvements de la galère avaient commencé à faire naître des soupçons. L'homme de bar ne se dirigeait évidemment pas vers le dock prévu,
et les sentinelles avaient probablement remarqué la différence qu'il y avait entre les hideux vampires et les esclaves presque humains dont ils avaient pris la place. L'alarme avait dû être donnée, car presque aussitôt, une horde de méphitiques bêtes lunaires commença à se déverser par les petites portes noires des maisons sans fenêtres et à dévaler la route qui courait en zigzag sur la droite. Une pluie de curieux javelots, quand sa proue heurta le quai, s'abattit sur la galère, tuant 2 vampires et en blessant légèrement un 3e. Mais toutes les écoutilles furent ouvertes à ce moment, lâchant un noir tourbillonnant de maigres bêtes. Lâchant un noir nuage tourbillonnant de maigres bêtes de la nuit qui foncèrent sur la ville comme un troupeau de gigantesques bêtes chauves-souris cornues. J'ai fait mieux comme transition. Jugez pas. Les gélatineuses bêtes lunaires s'étaient procuré un bélier et tentaient de repousser le navire des envahisseurs. Mais elles abandonnèrent cette tentative quand les maigres bêtes de la nuit les frappèrent. C'était un spectacle terrifiant que de voir jouer les pinces élastiques de ces bêtes sans visage. Et il était affreusement impressionnant de contempler leurs denses nuages se déployer sur la ville et survoler la route sinueuse pour atteindre les saillies élevées. Un groupe de ces oiseaux noirs lâchait parfois involontairement un prisonnier à face de crapaud. Et c'était ignoble de voir comment la victime éclatait en s'écrasant sur le sol. Quand la dernière des maigres bêtes de la nuit eut quitté le bord, les chefs des vampires donnaient l'ordre de battre en retraite, et les rameurs, entre les grises presqu'îles, poussèrent doucement la galère hors du port, tandis que la ville était encore un chaos de batailles et de conquêtes. Le vampire Pickman pensait que les maigres bêtes de la nuit en avaient pour plusieurs heures avant de décider leurs esprits rudimentaires à surmonter leur peur de survoler la mer. Il fit arrêter la galère à 1 mille environ du roc décharné pour voir ce qui arriverait et penser les plaies des blessés. et penser les plaies des blessés. La nuit tomba, et le crépuscule gris fut remplacé par la morbide phosphorescence des nuages, tandis que les chefs des vampires surveillaient les pics décharnés du rocher maléfique pour voir s'envoler les maigres bêtes de la nuit. Au matin, on aperçut un point noir volant timidement au-dessus du pic le plus élevé. Et peu après, le point se transforma en un essaim. Juste avant l'aube, cet essaim parut diminuer, et un grand quart d'heure plus tard, il avait au loin complètement disparu vers le nord-est. Il sembla une fois ou deux que cet essaim avait laissé tomber quelque chose dans la mer. Mais Carter ne s'inquiéta pas, car ses observations lui avaient appris que les bêtes lunaires ne peuvent pas nager. À la fin, quand les vampires furent sûrs que toutes les maigres bêtes de la nuit étaient parties avec leur fardeau damné pour Sarcommande et le grand abîme, la galère retourna dans le port en passant entre les deux presqu'îles, et la hideuse armée des vampires mettant pied à terre
se répandit avec curiosité sur le roc dénudé, où les tours, les airs et les forteresses étaient taillées à même la pierre. Ah, je suis débile. Excusez-moi, j'ai bugué dans ma tête. Fastidieux le live ce soir. Peut-être la fatigue qui tape un peu finalement. Ça va vous? Et bonsoir Lucifrette que je n'ai pas salué. Si je ne m'abuse. Terrifiants étaient les secrets cachés dans ces cryptes diaboliques et sans fenêtres, et les distractions interrompues des bêtes lunaires avaient laissé de nombreux restes. L'on pouvait constater que chacune de ces distractions avait été interrompue à des stades différents. Carter fit transporter à l'extérieur des choses qui paraissaient dotées d'une certaine vie. Mais il s'enfuit précipitamment en découvrant d'autres choses sur le compte desquelles il ne pouvait avoir de certitude. Le principal dû mobiliser de ces puantes demeures consistait en tabourets et en bancs taillés dans des arbres lunaires et ornés de dessins innommables et effrayants. Il y avait d'innombrables armes, des ustensiles et des ornements parmi lesquels de grandes idoles de rubis massifs représentant des êtres bizarres qu'on ne trouve pas sur la terre. Ces dernières, malgré leur matière précieuse, ne donnaient pas envie de s'en saisir, ni de les regarder longuement. Carter prit la peine d'en réduire 5 en miettes. Il ramassa les pics et les javelots éparpillés, et avec l'approbation de Pickman, les distribua aux vampires. De telles armes étaient choses nouvelles pour ces êtres élastiques ressemblant à des chiens, mais leur habileté naturelle leur permit de les manier avec une parfaite maîtrise après quelques essais. Dans les parties élevées du rocher, il y avait beaucoup plus de temples que de maisons privées. Et l'on trouva dans d'innombrables salles secrètes d'effrayants autels sculptés, des sanctuaires et des bassins à sacrifices destinés au culte de choses, ou bien d'êtres plus monstrueux que les dieux sauvages qui règnent sur Kadat. Au fond d'un grand temple, il y avait un passage souterrain étroit et noir que Carter, armé d'une torche, suivit très loin à l'intérieur du rocher, jusqu'à ce qu'il débouchât
sur un immense hall sans lumière, dont le plafond avait la forme d'un dôme. Les voûtes de ce hall étaient couvertes de sculptures démoniaques, et en son centre béait un puits noir et sans fond, analogue à celui qui se trouve dans l'affreux monastère de Leng, où, solitaire, trône l'indescriptible grand prêtre. Dans l'ombre, sur le mur opposé, au-delà du puits diabolique, Carter crut deviner une porte en bronze, bizarrement travaillée. Une raison inconnue suscita en lui une terreur indicible qui, non seulement l'empêcha de l'ouvrir, mais de s'en approcher. Il retourna rapidement rejoindre ses affreux alliés qui, pour l'instant, se laissaient aller à l'abandon avec une aisance qui lui était insupportable. Les vampires avaient remarqué les jeux interrompus des bêtes lunaires et en avaient profité à leur façon. Ils avaient aussi découvert une barrique de vin de lune et étaient en train de la rouler jusqu'au quai pour l'emporter et l'utiliser plus tard dans leurs échanges diplomatiques. Bien que les 3 rescapés qui se rappelaient l'effet produit sur eux à Dilatlin par ce vin les aient mis en garde et leur aient conseillé de ne point y toucher. Dans l'une des caves qui se trouvait près des quais, il y avait un grand stock de rubis, bruts ou polis, apportés des mines lunaires. Mais quand les vampires s'aperçurent que cela ne se mangeait pas, ils n'y attachèrent plus aucun intérêt. Carter n'essaya pas d'en emporter, parce qu'il savait trop sur eux. Parce qu'il en savait trop sur ceux qui les avaient extraits dans les mines. Tout à coup, les sentinelles poussèrent de grands cris excités, et les ignobles maraudeurs abandonnèrent leurs affaires pour fixer la mer et se serrer en rond sur les quais. Entre les grises presqu'îles, une nouvelle galère noire s'avançait rapidement. Quelques instants plus tard, les êtres presque humains qui se trouvaient sur son pont s'apercevaient de l'invasion et donnaient l'alarme aux bêtes monstrueuses qui se cachaient dans l'entrepont. Les vampires avaient encore, heureusement, les pics et les javelots que Carter leur avait distribués. Sur son ordre, secondés par Pickman, ils se rangèrent en bataille et se préparèrent à empêcher l'accostage du navire. À ce moment, sur la galère, une excitation soudaine annonça que l'équipage avait découvert le changement qui s'était opéré, et l'arrêt instantané du navire prouva qu'on tenait compte de la supériorité numérique des vampires. Après un moment d'hésitation, les vampires n'imaginèrent pas un instant que la lutte pût être terminée. Le bateau noir allait ou bien chercher des renforts, ou bien essayer de débarquer son équipage quelque part sur l'île. Aussi, une patrouille d'éclaireurs fut-elle envoyée sur le champ au sommet du rocher pour surveiller les mouvements de l'ennemi. Au bout de quelques minutes, un vampire revint, hors d'haleine, pour annoncer que les bêtes lunaires et leurs esclaves presque humains étaient en train de débarquer sur le côté marin de la presqu'île grise et tourmentée qui se trouvait le plus à l'est, et qu'ils étaient en train de grimper par des sentiers cachés et des saillies sur lesquels une chèvre oserait à peine s'aventurer.
À cet instant, on entrevit une seconde la galère noire au bout du passage encaissé. Et peu de temps après, un deuxième messager descendit hors d'haleine pour annoncer qu'un deuxième groupe débarquait sur l'autre presqu'île. Ces deux groupes étaient bien plus importants que ne le laissait supposer la taille de la galère. Cette dernière, propulsée par une seule rangée de rames, s'avança bientôt entre les presqu'îles et s'arrêta dans le port fétide, comme si elle avait l'intention de surveiller la bataille, afin de pouvoir intervenir au bon moment. Entre-temps, Carter et Pickman avaient réparti les vampires en 3 armées. 2 pour aller à la rencontre des colonnes ennemies et 1 pour garder la ville. Les 2 premières colonnes escaladèrent sur le champ les rochers, s'avançant chacune dans leurs directions respectives, tandis que la 3e était subdivisée en une armée de terre et une armée de mer. L'armée de mer, commandée par Carter, monta à bord de la galère qui se trouvait à l'ancre et rama à la rencontre du bateau ennemi. Ce que voyant, ce dernier battit en retraite à travers la passe pour gagner la haute mer. Carter ne le poursuivit pas tout de suite, car il savait que sa présence pourrait être bien plus nécessaire près de la ville. Pendant ce temps, le terrifiant détachement des bêtes lunaires et de leurs esclaves, presque humains, avait gagné le sommet des presqu'îles. Et de chaque côté se dessinait de façon inquiétante sur le ciel gris crépusculaire. Les minces flûtes infernales des envahisseurs avaient maintenant commencé à jouer, et l'effet général de cette procession hybride et à demi amorphe suscitait une nausée égale à l'odeur qui émanait de ces horreurs lunaires aux formes de crapauds. Les 2 armées de vampires arrivèrent alors en vue et se dessinèrent elles aussi dans le panorama. Les javelots commencèrent à voler de part et d'autre. Les hurlements des vampires et les hurlements bestiaux des êtres presque humains se joignirent graduellement à l'infernale musique des flûtes pour former un indescriptible chaos et une cacophonie démoniaque. De temps en temps, des crêtes étroites des presqu'îles, des corps tombaient, soit vers l'extérieur dans la mer, soit vers l'intérieur dans le port. Dans ce dernier cas, ils étaient immédiatement saisis par des rôdeurs sous-marins dont la présence n'était indiquée que par de prodigieuses bulles. Pendant une demi-heure, la bataille fit rage. Jusqu'à ce que, sur la falaise ouest, les envahisseurs eussent été complètement anéantis. Sur la falaise est, cependant, où semblait être présent le chef des bêtes lunaires, les vampires n'étaient pas dans une aussi bonne position, et ils se retiraient lentement sur les pentes du rocher lui-même. Pickman envoya rapidement sur ce front des renforts prélevés sur l'armée de la ville, et leur aide fut efficace dans les dernières phases du combat. Quand la bataille fut terminée à l'ouest, les vainqueurs se dépêchèrent d'aller à l'aide de leurs camarades en difficulté, et retournant la situation, ils repoussèrent les envahisseurs sur l'étroite crête de la presqu'île. Tous les esclaves presque humains étaient morts, mais les dernières horreurs aux formes de crapauds combattaient désespérément, serrant de grandes piques dans leurs pattes puissantes et répugnantes. Maintenant, il n'y avait pratiquement plus moyen de lancer les javelots. Et le combat devenait un corps à corps, dans lequel les porteurs de piques
ne pouvaient être aux prises qu'en très petit nombre sur cette étroite crête. La furie et la témérité du combat augmentant, le nombre de ceux qui tombaient à la mer devint considérable. Ceux qui tombaient dans le port trouvaient une mort innommable dans la gueule des invisibles faiseurs de bulles. Mais ceux qui tombaient dans la mer pouvaient nager jusqu'au pied de la falaise et remonter sur les rochers. La galère ennemie qui rôdait dans ces parages put ainsi sauver plusieurs bêtes lunaires. Les falaises étaient impossibles à escalader, excepté à l'endroit où avaient débarqué les monstres. Aussi, aucun des vampires ayant réussi à se tirer de la mer et à grimper sur le rocher ne pouvait-il rejoindre sa ligne de bataille. Quelques-uns furent tués par les javelots lancés de la galère ennemie ou par les bêtes lunaires qui se trouvaient au-dessus d'eux. Mais d'autres survécurent et purent être sauvés. Quand la sécurité des armées de terre sembla être assurée, la galère de Carter traversa le chenal entre les deux presqu'îles et, loin sur la mer, prit en chasse le bateau ennemi, jusqu'à ce que, dans la soirée, les chefs vampires fussent certains que l'île était à nouveau complètement libérée. La galère ennemie avait entre-temps disparu, et l'on décida que l'infernal rocher décharné serait évacué avant que quelques hordes d'horreurs lunaires puissent être rassemblées et envoyées contre les vainqueurs. À la nuit tombante, Pickman et Carter rassemblèrent tous les vampires et les comptèrent avec soin. Ils constatèrent que plus d'un quart avait disparu dans les batailles de la journée. Les blessés furent placés sur des brancards et embarqués. Pickman s'était toujours opposé à la vieille coutume des vampires qui tuent et mangent leurs propres blessés. Les troupes intactes furent affectées aux rames et aux autres postes qu'elles pouvaient utilement remplir. Sous les phosphorescents nuages de la nuit, la galère leva l'ancre. Et Carter ne fut pas mécontent de quitter cette île aux secrets infernaux. Le hall voûté et sans lumière, le puits sans fond et la repoussante porte de bronze lui revenaient sans cesse à l'esprit. L'aube trouva le bateau en vue des quais de basalte, en ruine, de Sarcomande. Quelques sentinelles des maigres bêtes de la nuit attendaient encore, accroupis comme de noires gargouilles cornues sur les colonnes brisées et les sphinx croulants de cette effrayante cité qui a vécu et est morte avant l'ère des hommes. Les vampires établirent leur camp parmi les pierres écroulées de Sarcomande et expédièrent un messager qui ramènerait des maigres bêtes de la nuit en assez grand nombre pour leur servir de monture. Pickman et les autres chefs manifestèrent à Carter une immense gratitude pour l'aide qu'il leur avait apportée. Carter commençait à sentir maintenant que ses plans se déroulaient fort bien et qu'il pourrait recourir à l'aide de ses effrayants alliés, non seulement pour quitter cette région du pays des rêves, mais encore pour poursuivre son ultime quête des dieux qui règnent sur Kadat, la cité inconnue, et pour découvrir cette merveilleuse ville du soleil couchant qui se dérobait si étrangement à son sommeil.
Il expliqua ses projets au chef des vampires, détaillant tout ce qu'il savait de l'immensité froide au sein de laquelle se dresse Kadat, des monstrueux Shantak et des montagnes sculptées en forme à 2 têtes qui la gardent. Il parla de la peur qu'inspirent aux Shantak les maigres bêtes de la nuit. Et il dit comment les grands oiseaux à tête de cheval s'enfuient en hurlant quand ils aperçoivent les terriers sombres qui s'ouvrent au flanc des pics gris qui séparent Inquanok de l'haïssable Leng. Il parla aussi de ce que les fresques du monastère sans fenêtre, où règne l'indescriptible grand prêtre, lui avaient appris sur les maigres bêtes de la nuit que craignent les grands anciens, dont le chef n'est pas du tout Nyarlathotep le chaos rampant, mais l'immémorial Nodens, blanchi par les âges, le seigneur du grand abîme. Carter fit part de tout cela au vampire et esquissa la requête qu'il avait dans l'esprit. Requête qu'il ne jugeait pas extravagante, étant donné tous les services qu'il avait récemment rendus à ces êtres caoutchouteux et élastiques, au corps assez semblable à ceux des chiens. Il désirait ardemment, expliqua-t-il, se voir assurer les services d'un assez grand nombre de maigres bêtes de la nuit qui le transporteraient en toute sécurité par-delà le royaume des Shantak et des montagnes sculptées jusque dans l'immensité froide, plus loin qu'aucun humain n'avait jamais été allé et retourné. Il voulait atteindre le château d'Onyx qui, au sein de l'immensité froide, domine Kadat, la cité inconnue, afin de supplier les grands anciens de lui permettre d'entrer dans cette merveilleuse ville du soleil couchant, ce qui lui avait autrefois refusé. Il était sûr que les maigres bêtes de la nuit pourraient sans difficulté le porter jusque-là, en volant très haut, par-dessus les périls du désert glacé et par-dessus les hideuses formes à double tête sculptées dans le bloc tout entier des montagnes, sentinelles éternellement accroupies dans le gris crépuscule. Pour les créatures cornues et sans visage, il ne saurait y avoir aucun danger sur terre, puisque les grands anciens eux-mêmes les redoutent. Au cas où quelque entrave inattendue surviendrait de la part des autres dieux qui, dit-on, supervisent les affaires des petits dieux terrestres, les maigres bêtes de la nuit n'auraient pas besoin d'avoir peur, car les enfers extérieurs sont absolument indifférents à des oiseaux aussi silencieux et aussi glissants, et qui d'ailleurs n'ont pas pour maître Nyarlathotep, mais uniquement le puissant et très ancien Nodens. Une troupe de 10 ou 12 maigres bêtes de la nuit serait certainement suffisante pour tenir à distance tout rassemblement de Shantak. Mais peut-être vaudrait-il mieux que quelques vampires fassent partie de l'expédition pour diriger les maigres créatures, car étant leurs alliés, ils connaissent mieux leurs habitudes que les hommes. La troupe pourrait, continua Carter, le déposer en un endroit propice à l'intérieur des murs quelconques qui pouvaient entourer cette citadelle d'Onyx. Elle attendrait ensuite dans l'ombre son retour ou son signal, tandis qu'il s'aventurerait à l'intérieur du château pour prier les dieux de la terre.
Si quelques-uns des vampires choisissaient de l'escorter dans la salle du trône des grands anciens, il les en remercierait, car leur présence ajouterait du poids et de l'importance à sa prière. Il n'insisterait pourtant pas sur ce point, mais désirait simplement être transporté, aller et retour, jusqu'au château qui domine Kadath, la cité inconnue. Le voyage final aurait pour but soit la merveilleuse cité du soleil couchant, si les dieux se montraient favorables à ses prières, soit le retour sur terre, par la porte du profond sommeil, qui se dresse à l'orée du bois enchanté, si ses prières ne portaient pas de fruits. Les vampires écoutèrent avec une grande attention le discours de Carter. Et bientôt, le ciel se couvrit de nuages de maigres bêtes de la nuit que des messagers avaient été chercher. Les horreurs ailées s'installèrent en demi-cercle autour de l'armée des vampires, attendant avec respect que les chefs au corps de chien aient discuté la requête du voyageur terrestre. Le vampire Pickman parlait gravement avec ses compagnons. Et, à la fin, il offrit à Carter bien plus que ce que ce dernier avait espéré. Carter avait aidé les vampires dans leur lutte contre les bêtes lunaires. Il l'aiderait à leur tour dans son téméraire voyage jusqu'au royaume d'où personne n'est jamais revenu. Il lui prêterait non pas simplement quelques-unes des maigres bêtes de la nuit, leurs alliés, mais toute l'armée qui était en ce moment campée là, y compris les vieux guerriers vampires et les maigres bêtes de la nuit qui venaient de s'assembler. Il ne conserverait qu'une petite garnison qui garderait la galère saisie et les autres prises faites sur le rocher décharné. Il s'envolerait quand il le voudrait. Et une fois arrivé à Kadath, une bonne escorte de vampires l'assisterait, tandis qu'il irait présenter sa requête aux dieux de la terre dans leur château d'Onyx. Ému à la fois par une gratitude et une satisfaction indicible, Carter dressa les plans de son audacieux voyage avec les chefs des vampires. Ils décidèrent que l'armée survolerait à très haute altitude l'Eidezleng, son innommable monastère et ses diaboliques villages de pierre, et qu'elle ne s'arrêterait que sur les grands pics gris pour discuter avec les maigres bêtes de la nuit dont les terriers parsèment à la grande frayeur des Shantak les sommets de ces pics. Ils choisiraient alors, d'après les conseils que leur donneraient les habitants de ces terriers, leur route finale.
Il s'approcherait de Khadat, la cité inconnue, soit par le chemin du désert où se dressent les montagnes sculptées, désert qui s'étend au nord d'Inquanok, soit par la voie des extrêmes provinces nordiques de la répugnante Leng. Avec leur corps de chiens sans âme, les vampires et les maigres bêtes de la nuit n'avaient aucune crainte de ce que pouvaient recéler ces déserts que personne n'a jamais traversés. Et ils ne ressentaient aucune inquiétude particulière à la pensée de Khadat, la ville solitaire dont le mystérieux château d'Onyx surplombe le monde. Vers midi, les vampires et les maigres bêtes de la nuit préparèrent leur envol. Chaque vampire choisissant pour le transporter un couple de montures cornues. Carter prit place en tête de colonne, à côté de Pickman. Une double file de maigres bêtes de la nuit sans cavalier servait d'avant-garde. Sur un cri de Pickman, toute cette inquiétante armée s'éleva au-dessus des colonnes brisées et des sphinx en ruine de l'originelle Sarcomande, en un nuage de cauchemars. S'éleva de plus en plus haut, jusqu'à dépasser même la grande falaise de basalte qui se dressait derrière la ville. Et bientôt, le pays, plat, stérile et froid des environs de Leng, s'étendit à perte de vue. La sombre armée monta encore plus haut, jusqu'à ce que ce pays plat devint lui-même tout petit au-dessous d'elle. En se dirigeant vers le nord, par-dessus ce plateau d'horreur balayé par le vent, Carter revit en frissonnant le cercle de grossiers monolithes et de bâtiments trapus et sans fenêtres qui, il le savait, abritaient cet effrayant blasphème masqué de soie, des pattes duquel il avait eu tant de peine à s'échapper. Cette fois, on ne descendit pas quand l'armée, minuscule chauve-souris dans les hauteurs du ciel, survola le paysage stérile où s'allumaient les faibles feux des ignobles villages de pierre. On ne s'arrêta pas non plus pour regarder les contorsions morbides de ces créatures presque humaines, nanties de cornes et de sabots, qui soufflent dans leurs instruments et dansent éternellement. Ils aperçurent une fois un oiseau chantac qui volait bas au-dessus de la plaine. Mais quand il les vit, il poussa un cri affreux et s'envola vers le nord dans un grotesque mouvement de panique. Ils atteignirent à la brume les pics gris et déchiquetés qui forment la frontière d'Inquanok et planèrent au-dessus des étranges cavernes qui, Carter se le rappelait, avaient tellement effrayé les Chantac. Aux cris insistants des chefs des vampires sortirent de chacun de ces terriers des troupeaux de noirs oiseaux connus, cornus, avec lesquels conférèrent, au moyen de gestes inquiétants, les vampires et les maigres bêtes de la nuit. Il fut bientôt évident que la meilleure route serait celle qui passe à travers le désert glacé qui s'étend au nord d'Inquanok, car les dernières marches nordiques de Leng sont pleines de pièges invisibles, excitant même la répugnance des maigres bêtes de la nuit. Certaines blanches constructions hémisphériques bâties sur de curieux monticules y répandent d'autre part d'insondables influences qu'une vieille sagesse folklorique associe de façon déplaisante.
avec les autres dieux et Nyarlathotep, le chaos rampant. Les habitants des pics ne savaient à peu près rien de Kadat, si ce n'est que devait se dresser vers le nord une grande merveille que gardent les Shantak et les montagnes sculptées. Ils firent allusion au bruit qui courait au sujet des anormales proportions de ces distances sans limite qui s'étendent là-bas et rappellent les vagues rumeurs qui rapportent l'existence d'un royaume où la nuit règne éternellement. Mais ils ne pouvaient donner aucune précision. Carter et son armée les remercièrent courtoisement, et franchissant les hauts sommets granitiques qui s'élèvent aux frontières d'Inquanok, ils descendirent au-dessous des phosphorescents nuages de la nuit et aperçurent dans le lointain ces terribles gargouilles accroupies qui furent des montagnes avant qu'une main titanesque ne sculptât l'épouvante dans leur roc vierge. Elles étaient accroupies, là, en un demi-cercle infernal, leurs jambes reposant sur le sable du désert et leurs mitres perçant les lumineux nuages. Sinistres, ressemblant à des loups, leurs doubles têtes avaient des visages chargés de fureur, tandis que leurs mains droites se levaient méchamment vers l'univers des hommes. Elles surveillaient les frontières de ce monde nordique et glacé, qui n'est pas un monde humain. De leurs girons s'élancèrent, lourds comme des éléphants, les Shantak diaboliques. Mais ils s'enfuirent, tout en poussant des ricanements insensés, dès qu'ils aperçurent dans le ciel brumeux l'avant-garde des maigres bêtes de la nuit. L'armée, survolant les montagnes gargouilles, continua vers le nord par-dessus des lieux et des lieux de désert obscur où jamais ne se dressait une borne. Les nuages devinrent de moins en moins lumineux, et à la longue, Carter fut plongé dans une obscurité complète. Mais les coursiers ailés avançaient sans faillir, car ils étaient nés dans les abîmes les plus ténébreux de la terre et semblaient voir non seulement avec leurs yeux, mais avec toute la surface humide de leur corps glissant. Ils volaient toujours plus avant, par-delà les vents chargés d'odeurs incertaines et les bruits suspects, toujours plus avant dans l'obscurité de plus en plus épaisse, couvrant de si prodigieuses distances que Carter se demandait s'il se trouvait encore à l'intérieur du monde terrestre des rêves. Soudain, les nuages s'éclaircirent et spectrales, les étoiles rayonnèrent. Tout en bas était encore sombre. Mais les blêmes signaux du ciel semblaient animés d'une signification que jamais ailleurs ils n'avaient possédée. Ce n'était pas que la disposition des constellations fût différente, mais ces positions familières révélaient maintenant une signification qu'autrefois elles n'avaient pas réussi à rendre claire. Tout convergeait vers le nord, chaque courbe et chaque astérisme du ciel étincelant devenait une partie d'un immense dessin qui avait pour fonction d'obliger l'œil, puis l'observateur lui-même, à se diriger vers quelque terrible mais secret de convergence. Vers quelque terrible but secret de convergence qui se trouvait au-delà de l'immensité glacée étendue sans fin devant eux. Carter se tourna vers l'est pour voir si demeurait visible l'énorme barrière de pics montagneux qui avait hanté tout son voyage à travers le pays d'Inquanok. Et il aperçut contre les étoiles une silhouette décharnée qui témoignait encore de la présence de ces montagnes. Elle paraissait maintenant beaucoup plus déchiquetée, trouée de crevasses béantes et surmontée de pics fantastiquement erratiques. Carter
étudia attentivement les courbes et les inclinaisons suggestives de leurs grotesques silhouettes, et celles-ci lui semblèrent partager avec les étoiles le mystérieux magnétisme qui les orientait vers le nord. L'armée volait à folle vitesse. Aussi Carter dut-il faire un violent effort d'attention pour saisir les détails. Il distingua tout à coup, juste au-dessus de la ligne des sommets les plus élevés, un objet noir qui se mouvait contre les étoiles et dont la course était exactement parallèle à celle de sa bizarre armée. Les vampires avaient eux aussi aperçu cet objet, car il les entendit en parler. Un moment, il imagina qu'il s'agissait d'un Shantak gigantesque, d'une taille infiniment supérieure à celle de la moyenne de l'espèce. Il vit bientôt, cependant, que cette pensée n'était pas juste. La forme de la bête en question, se détachant au-dessus des montagnes, s'avérait n'être pas celle de l'un de ces oiseaux à tête de cheval. Sa silhouette, vue contre les étoiles de façon forcément assez vague, ressemblait plutôt à quelque énorme tête coiffée d'une mitre, ou encore à une paire de têtes infiniment amplifiées. Quant à son vol sautillant et rapide à travers les airs, on aurait dit qu'il se faisait sans l'aide d'aucune aile. Carter n'aurait su dire de quel côté de la montagne se trouvait cette bête. Mais il constata bientôt qu'au-dessous de ce qu'il en avait jusqu'alors aperçu, elle avait d'autres membres qui dissimulaient les étoiles lorsqu'elle passait devant les cols qui crevaient profondément la montagne. Vint alors, dans la chaîne des pics, une large brèche à travers laquelle les marches de l'horrible Leng rejoignaient l'immensité glacée. Les étoiles y brillaient d'une clarté blême. Carter observa attentivement cette trouée, sachant qu'elle lui permettrait de voir en silhouette contre le ciel l'ensemble du corps de cet animal dont il avait aperçu au-dessus des pics le vol ondulant. L'objet s'était maintenant quelque peu avancé, et tous les yeux de l'armée étaient fixés sur l'immense val où allait apparaître à contre-ciel toute l'énorme silhouette. Lentement, la gigantesque bête, visible au-dessus des pics, s'approcha de la trouée en ralentissant son allure, comme si elle avait conscience d'avoir distancé l'armée des vampires. Pendant 1 minute, l'attente et l'angoisse s'intensifièrent. Puis vint le bref instant où toute la silhouette se dessina, révélant sa taille qui fit naître sur les lèvres des vampires une moue de crainte respectueuse en même temps qu'un cri d'effroi à demi étouffé. Et, dans l'âme du voyageur, un frisson que jamais encore il n'avait vraiment ressenti.
Et voilà, qui marque le cliffhanger que je voulais vous faire.